Je tiens à dire que d'une semaine à l'autre, on est un petit peu meilleur que la fois d'avant à lancer la balade, qui est un élément clé. Puis on avait une belle conversation juste avant de démarrer avec Pascal sur la valeur d'avoir un jingle. Parce qu'on dit toujours, tu sais, il y a un petit flottement au début de quelques secondes, évidemment, parce qu'on en profite pour présenter notre panneau d'ouverture. Bon, mais il n'y a pas de bruit. Est-ce qu'on doit avoir une petite chanson? La la la, une tasse de tech. Une tasse de tech. C'est vrai que c'est un héritage de la télé, la radio, alors qu'on est sur des plateformes sociales, on est en mode balado, puis un peu comme tu le disais, sur Netflix, la première chose qu'on a hâte de faire, c'est de skipper, de sauter le générique sur les émissions qu'on regarde. Sauf les bons génériques. Quand la musique est vraiment Ouais. accrocheuse, il y a une série française qui s'appelle OVNI. Je ne sautais pas le générique parce que la musique était trop bonne dans l'intro. Bonjour Alain McKenna. Bonjour Pascal Forget, nous sommes en direct pour ceux qui nous regardent en direct, nous sommes en différé pour ceux qui nous regardent en différé. Je vais arrêter de la dire, celle-là elle est plus drôle après 2 fois. Nous sommes par contre à une tasse de tech que nous faisons ensemble tous les jeudis midi et qui est ensuite partagée par notre partenaire de diffusion C23, la filiale division, l'unité, le groupe numérique de la famille de stations de radio Cogeco à travers le Québec. C pour Cogeco, 23 pour 23 stations FM. Mettez vos écouteurs, partez j'allais dire le baladeur. Est-ce qu'on dit encore baladeur? Partez Partez la balado. Le transistor. Ouais, non, mais écoutez-nous. Après ça, allez écouter la radio FM, c'est excellent. On a un bon sujet aujourd'hui. En fait, on a des bons sujets aujourd'hui. Un particulièrement intéressant, à mon avis, c'est notre invité, Mathieu Cloutier, qui va nous parler de son application qui s'appelle Milo et qui avant s'appelait M ta région, M comme la lettre M, qui avait une approche originale pour favoriser l'achat local et le tourisme en région. Oui. À l'ère du numérique. Des expériences qu'on pouvait vivre avec des partenaires. Et je trouvais ça intéressant comme formule versus offrir des rabais qui est souvent un côté qui dénigre l'expérience. Il y a Groupon qui a vécu un certain temps, il y a des choses comme ça, mais il y a moyen de faire plus intelligent, effectivement. C'est ça. Et Groupon, c'était souvent des expériences un peu douteuses. Eux autres, ils s'éloignent vraiment de ça et c'est chouette. L'innovation, c'est payant. Peut-être pas tout le temps, parce qu'on a appris cette semaine, pas plus tard qu'il y a 2 jours, que LG allait se retirer du mobile. Moi, ça m'a fait un peu sursauter parce que j'avais prédit il y a 2 ans ou 3 ans, non, 5 ans, 2016, ça, je me rappelais, que LG, HTC et Motorola ne seraient plus ce qu'ils étaient à l'époque, en fait. Même disparaîtraient. Et pourtant, LG, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait cet appareil-là dans les plans. Je veux dire le X-Wing, je me rappelle, c'est écrit, hein, c'est le Wing to Court. C'est quand même fou quand tu y penses, mais qui n'a jamais vraiment permis à la compagnie de démarrer. Donc, plus de téléphone. Par contre, ça va être supporté les gens qui ont un téléphone LG. C'est quoi leur dernier appareil là, qui avait le derrière comme une flaque, qui était la même couleur qu'une flaque d'huile? Le Velvet 5G, qui était très, très beau pour un appareil moyen de gamme. Mais qui était une autre, la même format, une autre saveur. C'est un peu la même chose que tous les autres téléphones Android. Donc, c'est ça. Il y avait rien le défaut d'LG. Mais quand tu vas acheter un téléphone moyen de gamme, tu veux te démarquer. Son look était vraiment remarquable. Malheureusement, ils ont arrêté. 3 ans de support, c'est pas si mal. Donc, on va peut-être se rendre à Android. Pour les gens les gens qui vont l'acheter, parce qu'il va sûrement être liquidé en ce moment. Les gens se demandent est-ce que c'est un bon achat. J'ai reçu des courriels là-dessus. Ceux qui veulent s'acheter un Velvet, il va sûrement être vendu à 0$. Vous allez encore avoir un support pendant 3 ans. C'est bon pour une génération de produits. Là. Si vous renouvelez aux 4 ans ou aux 5 ans, à peu près, ça devrait être pas pire. Ça peut être une option intéressante. Et il y a eu une fuite de données des utilisateurs de Facebook, une fuite qui est de 2019, mais qui touche 533 millions d'utilisateurs de Facebook. C'est quand même une grosse fuite de données. As-tu vu la réaction de Facebook là-dessus? Ça, c'est moi ce qui me fait lever le poil sur les bras. C'est la réaction de Facebook qui dit « Ah, c'est un problème, c'est la faute aux utilisateurs qui n'ont pas su protéger leur... » Bravo, champion. Ils ont un talent. Ils ont une arrogance qui est spectaculaire sur certaines affaires comme celle-là. En même temps, il y aurait 3,5 millions de Canadiens qui auraient été victimes. C'est ça. Et les gens se disent je devrais décrocher de Facebook. Qu'est-ce que c'est? Et les gens restent sur Facebook. Il y a plein de comparaisons douteuses qu'on peut faire, mais cette relation qu'on a avec Facebook est tellement forte qu'on ne peut pas s'en détacher. On est là. On est aussi sur Facebook, d'ailleurs. Parlons-en, facebook.com/, une tasse de tech. Mais nous, c'est normal. On peut fuiter tant que vous voulez parce que c'est du contenu très public qu'on souhaite voir. Y a-t-il un verbe à faire avec effervescent? J'allais dire effervescer, mais c'est certain que ça n'existe pas. C'est un beau verbe, je trouve. Nous allons effervescer.
C'est comme un néologisme qui en vaut la peine. Nos partenaires, on a parlé de C23, il y a aussi le groupe Cogeco, egodaddy.ca, TELUS, qui présente les actualités, les nouvelles. Il y a InfoBref, aussi on peut en glisser un mot, qui permettent d'avoir des petites nouvelles, des affaires, de la politique, de la techno en 10 minutes par jour. Ça se lit très vite, on s'abonne, c'est gratuit. On reçoit 2 infolettres dans sa boîte de courriel et on sait tout sur l'actualité. C'est comme une version d'une tasse de tech, mais 2 fois par jour. C'est comme regarder une tasse de tech sur notre page YouTube en accéléré à 1,5x. Ça se fait. Et voilà. Essayez. Et tu voulais parler de Montréal, futur pôle nord-américain de la réalité augmentée. Oui, c'est une amorce un peu accrocheuse, mais il y a quand même quelque chose qui se passe en réalité augmentée depuis, je vais dire, quelques années pour étirer le concept. C'est qu'il y a des applications de plus en plus concrètes dans ce créneau où on installe sur notre nez, finalement, une espèce de petit affichage, des lunettes, en fait, avec un affichage, qui est une grosse affaire, qui va devenir, en tout cas, même Qualcomm a son propre processeur destiné à cette application-là, et on parle souvent des rumeurs des lunettes à réalité augmentée d'Apple, et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, c'est une compagnie française qui s'appelle AMA, qui vient de s'installer à Montréal, qui a été attirée à Montréal par Montréal International, qui est l'espèce d'agence d'investissement étranger, qui fait du bon travail, reconnaissons-le. Et AMA va venir s'installer à Montréal pour ouvrir le marché nord-américain de la réalité augmentée en entreprise. C'est une compagnie française qui a déjà des installations partout en Asie et en Europe et qui commence un petit peu à s'installer ici. La réalité augmentée en entreprise, ça a l'air de n'importe quoi, mais c'est quand même assez émergent et assez utile. Il y a beaucoup de services de soutien technique à distance pour les gens qui sont en chantier, en usine, qui ont une question sur ce fil-là. Tu sais, comme tu désamorces une bombe, est-ce que c'est vraiment le fil rouge qu'il faut que je coupe? Un expert à l'autre bout de la ligne peut te dire, peut même te montrer comment faire pour couper le bon fil. Peut, dans ta réalité, ajouter une flèche, pointer des choses, peut ajouter des informations. Tu rencontres quelqu'un, on peut afficher son nom, ses coordonnées, on peut savoir immédiatement. On peut voir les statistiques vitales. Je l'ai vu, il y avait une démonstration pour la COVID, je crois, où un médecin pouvait t'assister, donner des informations dans ta visière, dans ta... Exactement. Il y a beaucoup de formations dans la santé qui se fait à distance grâce à la réalité augmentée virtuelle aussi. Donc, il y a des applications dans différents secteurs. Et Montréal devient une ville qui pourrait développer ce créneau-là parce qu'on a beaucoup des éléments qui s'accrochent ensemble pour créer la réalité augmentée. Il suffit d'avoir un catalyseur. Peut-être que AMA va l'être. Si jamais c'est un champ d'expertise que vous voulez développer, ça peut devenir une profession, ça peut être le fun parce que clairement, tout le monde se précipite. Il y a Microsoft, il y a Google qui a encore ses Google Glass pour entreprise. Il y a la rumeur d'Apple, Qualcomm, écoute, ils sont toutes là. Ouais. Puis le fait qu'on ait une expertise en jeux vidéo à Montréal, c'est aussi associé parce que souvent les moteurs, les trucs qui permettent d'interagir en réalité virtuelle, c'est beaucoup. Il y a une notion de gaming, là, de création d'univers virtuels. Il y a des liens. Explique-moi, il y a eu des problèmes de serveurs chez Microsoft? Écoute, il n'y a pas eu de problème, mais les serveurs de Microsoft se rafraîchissent maintenant en prenant. Immergés. J'avais compris submergés comme dans le sens. Mais tu as raison, effectivement, ils sont. Oui. Ça, c'est un beau projet, ça. Les conteneurs de serveurs qui vont dans l'eau. Oui. Exactement. Il y a quelques années, fait le projet Natic où ils ont immergé des serveurs dans des espèces de sous-marins près des côtes. Donc, ça permettait de rafraîchir les serveurs. Étonnamment, ça a diminué par 8 le nombre de bris de serveurs parce que les serveurs étaient dans des caissons d'azote. Il n'y avait pas d'air, c'était de l'azote qui était un gaz inerte. Et là, ils ont découvert qu'ils pouvaient faire sensiblement la même chose en plongeant les racks de serveurs. Et je dis rack parce que c'est bâti de serveurs. J'ai regardé sur le grand dictionnaire terminologique. Un bâti de serveurs. Bâti de serveurs. Pas un mot qu'on utilise souvent. Corrigez-moi si je me trompe, je trouve que c'est joli, mais en même temps, ce n'est pas un terme avec lequel j'étais familier. Je me trompe peut-être complètement. C'est ce qui est recommandé en français, un bâti de serveur dans un liquide qui n'est pas de l'eau, évidemment. C'est un liquide non conducteur à base de fluorocarbone. Il bout à 50 degrés. Quand on plonge le serveur dedans, les puces peuvent atteindre plus de 80 degrés dans certains cas, surtout quand ça travaille fort. Le liquide bout et s'évapore et retombe sous forme de gouttelettes dans l'eau, dans le liquide, pas dans l'eau, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de pompe pour faire circuler le liquide. Ça permet d'optimiser le rafraîchissement, de faire travailler les serveurs plus forts. Le liquide est non conducteur, donc il n'y a pas de court-circuit, c'est comme s'il était dans l'air finalement, mais comme le liquide a une capacité thermique beaucoup plus importante que l'air ou le gaz,
on optimise beaucoup le refroidissement des serveurs, on économise l'énergie en climatisation. Normalement, il faut climatiser toute la salle des serveurs, ça demande beaucoup d'énergie, faire circuler l'air et tout. Avec cette technologie-là, on peut tout simplement mettre ces serveurs dans une espèce de friteuse parce que l'eau bout, le liquide bout, c'est assez impressionnant. C'est un exemple un peu extrême, mais quand même, oui. Mais c'est vraiment ça, quand on met un truc dans une friteuse, ça bouillonne et là, on voit la photo et vraiment, le rack de serveur a l'air d'être dans une friteuse. Ouais. Très efficace. Je trouve ça intéressant comme technologie. Ça pourrait aussi diminuer les bris. On est en train de tester ça. Ouais. Donc, peut-être bientôt, les on parle beaucoup de serveurs. Dans la technologie 5G de Edge Computing qui permet d'avoir des applications, en tout cas du traitement informatique, pas nécessairement centralisé. Donc, les bases de données vont se décentraliser, vont se déployer, vont se distribuer dans le monde. Puis, ça peut être des applications, ça, comme celle-là, où on crée un petit centre de données aquatique à certains endroits dans le monde et on relie tout ça par... peut-être par fibre optique, le sans fil ne passe pas nécessairement, mais ça permet de relier ça au réseau et pouf! C'est ça, au lieu d'avoir des grandes salles de serveurs, ça peut être l'équivalent d'un gros congélateur. Exact. Où le dispositif fonctionne. Donc, c'est étrange. Normalement, on aérait le plus possible. Maintenant, on va les fermer pour que le liquide fasse son effet. Et on parle de 5G près de chez soi, mais il va aussi avoir des batteries pour stocker l'énergie solaire, l'énergie captée par le vent. Et ce genre de choses. On parle, en fait, il y a différents mots-clés dans la phrase que je vais vous faire qui s'en vient. Apple a annoncé en 2015, je crois, qu'ils allaient ouvrir un énorme parc solaire à Monterey, en Californie. Si jamais vous cherchez une destination vacances pas trop stressante, assez le fun, Monterey, c'est vraiment une belle place. C'est de là qu'on accède à la piste de course de Laguna Seca. Juste ça pour les gamers, ceux qui aiment conduire vite. À des endroits où c'est permis de le faire. Là. Laguna Seca, j'ai déjà piloté des voitures, là, puis c'était assez excitant, mais à côté de là, il y a un gros parc solaire et pour stocker, parce qu'un des enjeux quand on crée de l'énergie solaire, c'est qu'il faut la stocker quelque part parce qu'il y en a où il n'y en a pas. Du solaire, ce n'est pas un truc c'est intermittent, donc on ne consomme pas nécessairement l'énergie au même moment où elle se produit. Apple a annoncé ils ont annoncé maintenant, il y a la semaine dernière, qu'ils allaient créer un énorme parc de batteries à côté de cette centrale solaire-là. Et on a appris entre les branches, grâce au site de Verge, que ce seront les batteries de Tesla, le Megapack de Tesla. Et là, je fais le bruit parce qu'il me semble que ça sonne comme un nom, quelque chose. Tu le dis, il faut que ça fasse un bruit. Ouais, tu le vois apparaître à l'écran en 3D avec des petits pétillants autour. Qui sont d'énormes batteries qui vont être installées en rang en pleine... parce que c'est pas très... En fait, c'est assez relativement sauvage dans ce coin-là, Monterey. Donc, ça va être en plein champ ou en tout cas derrière deux montagnes, probablement dans une forêt. Et qui va permettre de stocker assez d'énergie pour alimenter l'équivalent d'une petite ville en permanence. Là, je pense que c'est quelque chose comme c'est entre 20 et 30 000 maisons qui vont pouvoir être ainsi branchées au solaire et accéder à de l'énergie en tout temps. C'est pas une grosse nouvelle, mais c'est une nouvelle intéressante parce que c'est Apple et Tesla et aussi parce que si vous regardez les compagnies les plus importantes de la bourse en ce moment, sur les 10 premières, il y en a 4 qui ont des plans de lutte contre les changements climatiques et les 4 sont les compagnies techno auxquelles vous pouvez penser. Apple, Facebook, Microsoft, excusez-moi, pas Facebook, Google, Microsoft et Amazon. Le reste, là, les compagnies plus industrielles, tout le kit qui compose le top 10 et même un peu plus, n'ont pas de plan et n'ont pas d'action en ce moment. Donc, je pense qu'il faut quand même reconnaître que les entreprises techno, bien sûr, elles ont les moyens, mais au moins, elles agissent un peu plus vite, un peu plus concrètement que d'autres. Parce que le parc solaire d'Apple remonte quand même à 2015, donc ça fait déjà 6 ans. Et là, on est déjà rendu à concevoir un pack de batterie. Donc, bravo. Je ne serais pas contre ça, moi, un méga pack dans mon quartier. Ici, on a souvent des pannes de courant, mais il me semble que ça serait pratique une batterie alimenter le quartier. Je ne serais pas contre. On ne se rend pas compte à quel point le stockage d'énergie pour déplacer la consommation électrique, on risque d'en avoir à la maison chez soi, on risque d'en avoir un peu partout. Ça évite de construire des nouvelles centrales pour les pointes de consommation d'énergie quand les gens reviennent à la maison, et ainsi de suite. Et on permet d'avoir, même quand il y a une panne d'électricité, ça permet de charger sa voiture, ça permet d'utiliser, de ne pas perdre le contenu de son frigo. Éventuellement, ça va soulever la question des composants, parce que là, on parle de batteries au lithium-ion, puis évidemment, tout le monde se chicane pour en avoir le plus possible, parce que les voitures aussi s'électrifient, puis tout le reste. Mais bon, ultimement, il va falloir peut-être trouver une technologie. Hydro-Québec, d'ailleurs, a des conteneurs de batteries assez le fun qui utilisent un mélange de lithium-fer-phosphate qui est peut-être plus prometteur que le lithium-ion, mais bon. Ça, c'est un débat à faire ensuite. Là. Mais déjà qu'on pense à faire des centrales solaires et des packs de batteries comme ça, c'est assez cool. Pascal, je vais te présenter un truc
visuellement pour ceux qui nous regardent et je te demande de m'expliquer c'est quoi. Ah, c'est le Super Mask, un autre produit avec un nom qui fait très spectaculaire. Commence par X, donc il faut effectivement bien le Super Mask. Super Mask, on va le prononcer avec appuyer le X. C'est une création de l'artiste will.i.am. C'est un masque qui est au look très futuriste, ceux qui nous écoutent en ce moment. Je vais essayer de le décrire. Ça ressemble un peu à un masque qui aurait très bien sa place dans Star Wars, qui intègre des filtres HEPA, donc des filtres comme pour ceux des aspirateurs. Antibactériens à 99,99%, ouais. Exactement, très efficace pour les allergènes et ainsi de suite. Il y a des ventilateurs à 3 vitesses à l'intérieur pour faire circuler l'air efficacement, comme ma voiture. même quand on fait des activités sportives, exactement. Et il y a surtout des écouteurs à annulation de bruit qui sont intégrés dans le masque. Donc, on enfile son masque, on a des écouteurs qu'on peut glisser dans ses oreilles si on le désire, qui sont soutenus par une petite cordelette, donc ils ne tombent pas. Et ça, quand on utilise des écouteurs bouchons qu'on met dans ses oreilles, souvent quand on a un masque, ils vont tomber. C'est vrai que c'est un paquet le geste d'enlever ses écouteurs, souvent, on doit les replacer. Ce n'est pas le premier produit. Évidemment, il y a des petites lumières d'ailes pour faire joli. Le masque a été conçu en collaboration avec un créateur de costumes de cinéma qui a entre autres conçu les uniformes de SpaceX et celui de Batman dans des films de DC Comics, un certain José Fernandez. Il faut le rappeler, will.i.am a déjà lancé plusieurs produits techno dont vous n'avez peut-être pas entendu parler parce qu'ils n'ont eu aucun succès. Il y a même eu un de ces bracelets, le Pulse, un bracelet connecté qui a été considéré comme le pire produit de l'année par un journaliste techno-américain. J'ai trouvé ça très drôle. Évidemment, on n'a pas pu en avoir. En tout cas, moi, je n'ai pas eu l'occasion de les essayer, probablement parce qu'ils n'étaient pas très pas assez familier avec will.i.am. On n'est pas à tu et à toi ensemble, moi et lui. Non, c'est ça. C'est un masque qui est vendu en deux tailles, deux couleurs, donc 299 $. C'est vraiment pas donné, 375 $ canadiens. Pour avoir l'air d'un cyborg, quand même. Oui, mais c'est ça, il est élégant, il combine deux choses, le fun, le fait de porter le masque parce que c'est cool, qui est peut-être quelque chose qui va inciter les gens à le porter plus régulièrement, soit parce qu'ils ont une grippe, soit parce qu'ils ont peur des microbes ou tout simplement diminuer le taux d'allergie. Il y a quelque chose de positif dans le fait de rendre le port du masque cool, mais évidemment, ça va être un prix plus élevé. Je vais proposer deux options en fin d'émission, deux options de masques connectés un peu plus techno. Oui, c'est vrai, on va en reparler tantôt. Et puis, je pense que ça va faire rire et réagir. Voilà, à suivre. Restez avec nous. D'ailleurs, on va passer tout de suite au prochain segment. Pascal, je te laisse présenter le segment Entrevue. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech qui est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. C'est le moment où je répète quelquefois, godaddy.ca. godaddy.ca. Allez-y, jetez un coup d'œil, vous pouvez faire un site gratuitement, voir de quoi ça a l'air. Et ils ont c'est WYSIWYG, très simple à créer. Et ça permet, si vous avez besoin d'un site web, de faire quelque chose de très, très bien à faible coût. On peut faire un site web en quelques minutes. On peut faire un site web transactionnel en quelques minutes de plus, à peine pour une trentaine de dollars. On peut faire beaucoup de choses si on veut numériser nos activités. Malheureusement, il y a beaucoup de commerçants qui n'ont pas le temps ou qui ne voient pas l'intérêt de le faire et ça crée des occasions d'affaires. Une qui a été saisie d'ailleurs par Mathieu Cloutier, qui a créé une application il y a 2 ans qui s'appelle Aime ta région et qui a été rebaptisée Milo et qui tente une relance parce qu'évidemment, il y a comme différents niveaux de relance dans ce que je veux dire, mais il y a le numérique, il y a l'achat local, il y a les commerçants, il y a le tourisme qui s'en vient. Et ça va se passer surtout très localement, c'est-à-dire que les Québécois vont se promener au Québec, peut-être un peu des Ontariens, je ne suis pas certain si ça va aller vraiment plus loin que ça, mais bref, il y a une occasion là d'offrir des services numériques pour attirer les gens chez les commerçants locaux. Mathieu Cloutier est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour, salut Pascal, salut Alain, enchanté. Bien, enchanté, on se connaissait un petit peu déjà, mais voilà. Écoute, merci d'être avec nous. Parlons un peu de ce que vous faites, parce que Milo, c'est à la fois simple et complexe, là, mais je veux dire, essentiellement, il y a des bénéfices pour le consommateur et pour le commerçant. Comment ça fonctionne? En fait, pour le résumer de manière le plus simple possible, c'est une plateforme de rencontre. En fait, ce qu'on veut, c'est que les meilleures entreprises du Québec puissent rencontrer la meilleure clientèle. Donc, ça paraît un peu prétentieux de dire ça, mais dans les faits, on est tous à la recherche de quelque chose de particulier. On est tous sensibles aux expériences, puis on n'a pas beaucoup de temps, donc on veut que ce soit simple de trouver une bonne adresse et tout. Fait que essentiellement, Milo, ce que ça fait, c'est que ça crée des partenariats avec des entreprises locales, mais local étant très large. Donc, un peu plus clairement, c'est tout ce qui est en lien avec le tourisme, la culture, le divertissement. Donc, on est dans la gastronomie, l'hébergement, les spectacles, les activités sportives et de détente, tout ce qui est en lien avec
le loisir. Et ce qui nous dissocie des autres plateformes, finalement, un Amazon ou un Panier Bleu, sa job, c'est de montrer toutes les possibilités de produits de détail. Nous, ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'achètera jamais réellement en ligne, puisque aller manger au restaurant, ça ne se fait pas en ligne. Donc, nous, on est un concept d'expérience. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre technologie permette à nos partenaires de découvrir nos membres. Donc, comme je disais tout à l'heure, on choisit des partenaires et ce sont des vrais partenaires. Donc, ils ne payent pas pour être sur notre plateforme. On leur dit toutefois, en échange, parce que je vous mets de l'avant parmi nos bonnes adresses du Québec, vous allez devoir récompenser les utilisateurs qui vous découvrent pour la première fois grâce à notre technologie. Donc, le rabais qu'on voit sur Milo est réellement un incitatif à la découverte. Mais comment on se finance dans tout ça, puisqu'on ne prend pas de commission, on ne fait pas financer de partenaires, donc on se tourne vers l'utilisateur. Donc, on est un peu à la Netflix là-dessus. Plutôt que de prendre quelques centaines de partenaires qui payent de la pub, on se tourne vers des dizaines de milliers d'utilisateurs. On en a encore 60 000 payants. Wow. Donc, 60 000 utilisateurs payants qui, eux, à partir du moment où ils s'abonnent parce qu'ils croient qu'on va leur faire vivre des expériences puis ils voient, là, sont très sensibles à nos communications, sont très réceptifs. Et là, on est en mesure de faire notre mission, de leur dire, regarde, aujourd'hui, Alain, je te propose d'aller visiter telle microbrasserie parce que j'ai vu ou je sais que des personnes qui ont ton profil l'ont fait et l'ont apprécié. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui nous distingue, c'est la donnée. Depuis des années, on accumule des dizaines de milliers de données, les données de transaction, les données d'utilisation, les données de profil, les données d'intérêt, les données d'intention. Donc, on se trouve à avoir un énorme big data. Et comme on n'a pas été épargné par le COVID-19, pendant la crise, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment on va tirer profit au maximum de ce big data-là, donc des gros investissements en technologie. C'était une réponse très longue. Je vais vous laisser m'en poser quelques-unes. Ça fait le tour. Je vais juste résumer concrètement pour le consommateur. On télécharge l'application, on s'inscrit, là, il faut payer un abonnement mensuel, c'est ça? En fait, il y a l'option de payer mensuellement ou annuellement, mais overall, ça coûte environ 60 $ par année de devenir membre. Okay. Puis les membres vont économiser en moyenne 200, 300, il y en a qui économisent plus, mais la moyenne, c'est 200-300 $ d'économie par année. Et c'est en faveur de l'achat local, du commerce d'ici, de l'expérience de qualité. En échange de l'abonnement, donc, on reçoit des offres de commerçants ou en tout cas des rabais chez les commerçants qu'on visite. Donc, ça permet justement d'amortir le montant qu'on paye. Et je pense que ça bénéficie à tout le monde. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il y a des économies possibles quand on consomme, mais aussi les commerçants, eux, ils trouvent leur compte parce qu'ils permettent d'accroître leur vente. C'était déjà existant avant la pandémie et vous avez des statistiques assez intéressantes là-dessus. Je te laisse nous les donner. En fait, c'est sûr que ce qui est intéressant pour le partenaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un budget marketing, le partenaire, en théorie. Tout bon gestionnaire devrait avoir un budget marketing. Donc, son budget, il a le choix de dire, est-ce que je l'investis avec des influenceurs? Est-ce que je l'investis en pub sur les réseaux sociaux? Est-ce que, nous, on dit, investis-le juste dans un client qui est venu chez vous, grâce à nous. Donc, il investit directement dans le client qui a fait l'effort. Donc, on peut dire que tous nos membres sont des micro-influenceurs qui sont récompensés pour avoir fait le choix de découvrir. Puis nous, après, on a une série d'actions de gamification qui embarquent. On dit à l'utilisateur, hey, t'as-tu aimé ton expérience? Évalue, partage, etc. Fait que chacun de nos membres devient des micro-influenceurs, ce qui fait en sorte qu'on a une croissance quand même assez organique pour le partenaire et pour la communauté Milo. C'est quoi un exemple rapidement de choses qu'on peut acheter et qui peut nous apporter un rabais là, comme consommateur? Je peux aller dans un restaurant et avoir un rabais sur un repas, c'est ça? Oui, exactement. En fait, comment ça fonctionne, c'est que là, par exemple, on a à peu près 35 % de nos partenaires qui sont des restaurants. Donc, sur 1000 partenaires, grosso modo 300 restaurateurs. C'est la même formule pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, on est dans l'expérience. Donc, sans friction, pas de restriction. On contrôle l'offre puisqu'on ne fait pas payer notre partenaire. Donc, c'est nous qui sommes garants de cette expérience-là. Donc, ce qu'on dit à l'utilisateur, je vais dire, Pascal, voilà, tu t'abonnes, t'es membre, c'est pas compliqué. Partout où tu vas aller, tu vas avoir minimum un 25 % de rabais la première fois que tu vas y aller pendant ton année d'abonnement. Et il n'y a pas de limite sur le nombre de partenaires, mais une limite par partenaire par année d'abonnement. Donc, concrètement, tu vas au restaurant, tu as une facture à 200 $, tu économises 50 $ dessus, tes convives vont plus en profiter, tu es content, tu as quasiment déjà rentabilisé ton abonnement. Et là, le marketing continue parce que quand tu reviens au bureau le lundi matin,
tu en parles à tes collègues, puis si je suis chanceux, tu en parles même dans tes médias. Dans ce cas-ci, évidemment, ça nous permet de parler de l'application. Il y a une notion touristique, donc il faut que les gens sachent que l'application existe premièrement et qu'elle peut être applicable ou qu'il y a des partenaires dans la région qui vont visiter. Est-ce que vous êtes présent partout au Québec? On est présent essentiellement dans 9 régions importantes, donc les régions avoisinantes de Montréal et de Québec. Donc, on va jusqu'à Charlevoix, jusqu'à l'Outaouais et jusque dans les cantons de l'Est et on arrête dans les Laurentides pour l'instant. Donc, c'est 9 régions, mais évidemment, là, ce qu'on fait et ce qu'on va faire dans les prochains mois, parce qu'on n'est pas encore sûr de pouvoir réactiver les privilèges offerts aux membres étant donné la pandémie, mais pendant cette période-là, justement, on a un gros chantier technologique qui est en cours, plus un chantier d'acquisition de nouveaux partenaires qui, à chaque semaine, en fait, on onboard des nouveaux partenaires qui vont être là post-pandémie avec nous. Donc, les commerçants qui sont à l'écoute peuvent te contacter s'ils veulent profiter de cette... Ils sont vraiment bienvenus à nous contacter là, avec plaisir. Est-ce que tous les commerces... gros brasseries que je connais. Excuse-moi, Pascal, vas-y. Non, je me demandais, est-ce que tous les commerces, si, mettons, j'ai un McDonald's ou j'ai un Burger King, est-ce que ça compte pas? C'est comme ce type de... En fait, c'est l'expérience qui est la clé. On n'a pas de franchise aujourd'hui, mais il pourrait y en avoir. Par exemple, je prends la franchise de chocolat favori. Donc, j'invite Dominic Brown à se rendre disponible pour notre plateforme. Mais oui, c'est le genre de franchise qu'on accepterait volontiers. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'expérience. À partir du moment où il y a de l'expérience, puis c'est pas trop commercial, mais quand même, on est là. Donc, c'est vraiment ça. Donc, la première étape, l'expérience. Puis là, ça se définit de plusieurs façons selon Milo. Donc, c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui est bien établie, qui a des belles images, qui a un bon lieu, qui a déjà des bons ratings sur les autres plateformes. Donc, ça, c'est le step one. Après ça, on le met en ligne. Puis là, après ça, on a le feedback de nos membres. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on regarde potentiellement, est-ce que nos membres aiment ça? Puis pour vous donner une stats intéressante, puis d'ailleurs, ça, c'est live sur la plateforme, vous allez sur chacune des fiches des partenaires, vous voyez le nombre de visites qu'ils ont. Mais en moyenne, un partenaire va recevoir entre 250 et 1000 membres par année qui viennent accompagner. Donc, c'est potentiellement 250 à 1000 commentaires, plus le bouche-à-oreille. Donc, on a beaucoup de feedback, mais le beau attire le beau. On a la chance d'avoir pratiquement que des belles demandes de partenaires. Et puis, voilà, c'est pas si compliqué finalement d'avoir une qualité. Mm-hmm. Je serais curieux de savoir parce qu'on parle, écoute, même encore cette semaine, le gouvernement a un budget de 180 millions qu'il veut remettre à des organismes pour favoriser la numérisation des activités de nombreux, des commerçants indépendants, des petites entreprises, des choses comme ça. Ça a l'air bien compliqué pour les entreprises d'avoir une présence sur le web. Est-ce que tu ressens cette friction-là? Est-ce que c'est difficile de convaincre des détaillants de dire « Hey, il y a une présence en ligne et voici comment faire ». On les sent de plus en plus mûrs, mais je les comprends parce que leur core business, c'est très important. Donc là, actuellement, on a des gros messages qui est aller en ligne, mais essentiellement, là, si tu as une boulangerie, tu ne vas pas vendre tes baguettes de pain en ligne. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, il faut que tu te concentres sur le core business, mais les gens sont teintés par tous les messages et sont un peu mélangés. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des plateformes qui sont spécialisées. Nous, notre verticale, c'est l'expérience. Airbnb, c'est l'hébergement chez les locaux. Je pense qu'il faut utiliser des plateformes qui vont sauver énormément de temps de développement et tout. Donc, la numérisation, pour moi, passe par des acteurs et après, il faut trouver les bons acteurs en place. Et est-ce que, d'un point de vue public aujourd'hui, tous les efforts sont faits? Les efforts sont faits, mais concrètement, est-ce que ça génère de la conversion, de la satisfaction? J'ai un gros doute là-dessus actuellement. Oui, effectivement. Vous avez changé de nom, vous étiez un petit peu ralenti l'année dernière. Vous avez vu, je pense qu'il y a même eu des mises à pied chez vous, malheureusement, c'est toujours triste. Là, vous relancez vos activités. Est-ce que les gens, en ce moment, peuvent aller sur votre site et s'inscrire? En fait, non, malheureusement, c'est pas très vendeur. Hein? On espérait pouvoir réactiver les privilèges ce printemps. Les privilèges étant les abonnements qui permettent d'avoir des rabais, mais concrètement, on a à peu près la moitié de nos partenaires qui sont vraiment pas dans de bonnes conditions où le marketing n'est pas la priorité, puis le gouvernement a déjà mis en place plusieurs initiatives en ce sens. Mm-hmm. Nous, aujourd'hui, on doit agir comme un bon père de famille. On pourrait travailler avec les 300-400 partenaires qui seraient très heureux de recevoir des membres, mais là, après ça, c'est le membre, lui, qui serait comme comment ça se fait qu'avant, il y avait plein d'offres, là, il n'y en a plus. Donc, en bon père de famille, on dit non, on va être patient, on va trouver du temps, des ressources pour les investir ailleurs et être meilleur post-pandémie. Depuis que le tourisme repart, vous allez être prêt. Le tourisme va repartir et nous, on va être prêts après. En fait, c'est plus
quand le marché va être un peu plus normal, parce que là, le tourisme va repartir en fou dans quelques semaines, là, à partir du moment où est-ce qu'il n'y a pas de troisième vague, là, ça va y aller à fond dans les restaurants. Mais après ça, plus à l'automne, là, je pense qu'on va devenir dans un marché où nous, on va pouvoir vraiment créer de la valeur. C'est intéressant. C'est la version 2021 de ce qui était le petit carnet de rabais qu'on achetait là, des neveux et des nièces avant, là, qui avait comme un épais comme ça. C'était assez. Oui, le Entertainment Book. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, Milo, ça se trouve sur. Vous avez une page Facebook, c'est ça? C'est comme on la trouve dans l'App Store? Oui, on est sur les réseaux sociaux, dans l'App Store, sur le web, sur Instagram, sur LinkedIn. On est quand même assez présent. Puis c'est sûr que on est super ouvert puis on aimerait avoir le plus de membres possible. Puis il y a des belles surprises qui s'en viennent, évidemment. À suivre, absolument. Les gens qui prévoient leurs vacances, peut-être penser à mettre ça en note parce qu'on ne sait jamais. Monsieur Cloutier qui a créé l'application et qui est aussi son principal dirigeant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très intéressant. Et écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à Une Tasse de Tech et c'est une superbe tribune que vous nous offrez. J'espère qu'on aura la chance d'en discuter encore plusieurs fois. Absolument. À la prochaine alors. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye. Les solutions simples, des fois, sont les meilleures. Oui. Une application sympathique, des produits, des expériences le fun, bien évaluées. Exact. Milo. C'est quand même, je veux dire, c'est un beau projet, c'est une bonne idée, c'est un croisement vraiment d'incitatifs à l'achat et de rabais. C'est sûr qu'il faut payer, ça c'est souvent le premier frein pour bien des gens, parce que tu sais, comme Facebook c'est gratuit, pourquoi tout n'est pas gratuit, mais quand nous on paie, on sait qu'à l'autre bout, le commerçant ne paie pas pour être mis en vitrine plus que l'autre, donc l'expérience souvent est peut-être meilleure en bout de ligne parce que ça ne dépend pas de la valeur publicitaire au marketing d'un autre partenaire, d'un autre morceau de la composante commerciale. Et c'est un modèle qui est de plus en plus populaire dans bien des niveaux. D'ailleurs, on pourrait nous-mêmes facturer, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça, vendre des billets pour notre balado. on était avec les NFT il y a quelques semaines. On est rendu oui, c'est ça, exact. Voilà. Il me semble qu'on recule. Là. On est dans les vieilles technologies. Allez savoir. Parlant de technologie, c'est qu'il n'y a pas de... Souvent, dans les applications de critique de restaurants et tout ça, tu as souvent un super restaurant 5 étoiles, mais tu as aussi un McDo crasseux, une vieille chac à patates. Je sais que c'est important de tout classer ça, mais le fait d'avoir des expériences vraiment exclusives et chouettes, je trouve qu'il y a une valeur là-dedans. Juste la recommandation de commerçants locaux vaut la peine. Avant que tu nous parles de ce que tu as dans les mains, Pascal, juste rappeler je vais juste le porter pour les gens qui nous regardent. Installe-toi, c'est correct, c'est bon ça. Entre-temps, n'oubliez pas qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct, comme en ce moment, par exemple, sur notre page Facebook, /une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions, puis il y en a beaucoup, ça fait 5 saisons et demie, sous forme donc vidéo sur notre chaîne YouTube, youtube.com/une tasse de tech. Et bien sûr, le balado est disponible en version audio, donc balado, comme le terme le dit très bien. Sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, et j'oublie toujours les autres, mais on en a une douzaine. Partout donc où on trouve de bonnes balados, n'hésitez pas. C'est la formule que j'aime beaucoup. Partout où on trouve de bonnes balados. Je veux dire, il y en a au moins une, puis c'est la nôtre. On dit ça comme ça. Ce que tu vois au visage, Pascal, m'apparaît comme un autre masque anti... parce que là, évidemment, c'est le thème de la semaine, là, les masques anti-COVID, mais ça fait plus que ça aussi. C'est un masque connecté. C'est le masque AirPop Active Plus Halo. Connecté. Donc, il y a un nom qui est long. C'est la compagnie AirPop. C'est comme ça qu'on peut le trouver. Est-ce que ma voix est étouffée en ce moment? Tu sonnes comme si tu portais un masque, mais on t'entend bien quand même. Exactement. Je vais l'enlever alors. C'est simplement pour montrer qu'une des parties connectées de ce masque-là, c'est qu'il y a un petit capteur qui permet de mesurer la quantité de particules, ou du moins d'évaluer la quantité de particules de pollution qu'on respire en fonction de l'endroit où on est. Donc, dans l'application, on sait qu'on est à Montréal, on a une idée du taux de pollution de Montréal. Et donc, quand on utilise le masque, on mesure en quantité de cigarettes qu'on fume la pollution qu'on évite. Je trouve ça très, très chouette. C'est un masque, évidemment, qui a une partie fixe, donc une partie qui est très spacieuse et confortable. Donc, on peut l'utiliser. Je l'ai utilisé pour courir. J'ai trouvé ça chaud. Évidemment, à un moment donné, un masque, c'est chaud sur le visage. Ce n'est pas une sensation très, très agréable, mais j'ai pu courir sans problème. Et la partie fixe est une partie qui se détache et qui se nettoie, que je peux détacher ici, qui se pop à l'intérieur. Et c'est une deuxième fonctionnalité du petit capteur. Ça permet de mesurer la durée d'utilisation du masque
Ah Parce oui? qu'évidemment, ces filtres-là perdent de leur efficacité Ils ne après sont un pas certain permanents, ils ne sont temps. pas éternels, effectivement. Donc, quand on déballe l'emballage du masque, il y a un petit code barre qu'on numérise avec l'application. Ça nous dit que le masque est un masque véritable, parce que, paraît-il, il y a des contrefaçons, et ça enregistre la durée d'utilisation, et ça va nous dire dans l'application, ping, ping, après 40 heures environ, c'est le temps de remplacer ton masque. Donc, si on utilise notre masque que quelques heures par jour, on peut l'utiliser plus longtemps que si on l'utilise 8 heures par jour, par exemple. On a le masque et le filtre. Est-ce que ça agit un peu comme un masque double? Parce qu'on sait que quand on porte 2 masques dans le contexte de COVID, c'est vraiment comme ça multiplie l'efficacité de la mesure, là. Exactement, Ça fait la même exactement. chose. Ouais. Donc, le premier filtre à l'extérieur et le masque plus chirurgical, médical à l'intérieur. Il y a une membrane en caoutchouc, en silicone, en fait, c'est pas en Comme un silicone. N95, comme un masque de... Exactement. Ouais, Donc, ça permet de mieux mouler autour du visage. Je trouvais ça très, très intéressant. Évidemment, ce n'est pas donné. C'est à partir de 175 $. Je cherche le prix exact. Ça vient avec ici. des recharges de petits filtres ou est-ce qu'il faut... C'est 149 $. Oui, il y a des recharges qui se vendent. C'est 31 $ pour un paquet de 4. Ce n'est pas donné, mais encore une fois, si on les utilise plus efficacement parce qu'on les remplace qu'aux 40 heures et non quand on a l'impression qu'ils commencent à sentir moins bon, on peut économiser un peu. On est moins sensible ici à la qualité de l'air, mais la question des bactéries dans l'air, et on s'entend depuis un an, c'est assez important, merci. Il n'y a pas vraiment de prix à mettre là-dessus, en fait. Ça peut valoir la peine d'avoir un vrai bon masque, puis clairement, ça a l'air d'en être un. Oui, il est très confortable. On a l'avantage d'avoir cette notification-là par l'application qui nous dit l'utilisation. C'est 149 $, ce qui est fou, ce qui est intéressant. J'aime beaucoup sa forme de ce masque-là. On peut l'acheter en version non connectée pour 24,99 américains, donc 30 $ environ. Ah! Donc, si on n'a pas besoin, je pense que c'est la plupart des gens qui n'ont pas besoin de la partie connectée, qui clignote en fonction au rythme de sa respiration si on le désire, c'est très cool, mais est-ce qu'on veut payer 100 $ de plus pour ça? Pas sûr. On peut se procurer le masque tout court pour 24,99, acheter des paquets de rechange. J'aime beaucoup la qualité du filtre à l'intérieur et le fait que la petite membrane bloque bien le visage. C'est le AirPop, je vais nommer son nom correctement. Il est long, son le nom. AirPop Active Plus Halo, masque connecté. Il y a un autre masque que je voulais montrer qui est vraiment fantastique pour ceux qui sont plus craintifs par rapport aux microbes. Oui, c'est moins un masque pratiquement un masque, un casque complet, en fait. Exactement. C'est un masque qui ressemble à celui des astronautes, pour ceux qui nous écoutent. Exactement la même chose. Est-ce qu'on peut aller dans l'espace avec ce casque? Ça s'appelle le Air de Microclimate et celui-là couvre complètement le visage. On a vraiment une visière. Imaginez un astronaute, c'est sensiblement la même chose. Il y a des ventilateurs à l'intérieur qui vont pousser de l'air frais à l'intérieur. Il y a des filtres HEPA, comme le Super Mask de will.i.am. J'ai porté ça au Costco. Je me suis fait aborder par des gens qui en voulaient un. Ah oui? Évidemment, c'est une solution qui est un peu extrême. On se glisse la tête au complet là-dedans. Mais pour ceux qui doivent travailler longtemps dans des endroits à risque, qui veulent une protection contre la poussière, contre les virus, ça a l'air compliqué à mettre. Est-ce que tu peux l'enfiler, qu'on puisse figurer que ça se fait relativement bien? Moi, j'ai l'impression que... j'ai l'impression que si tu le mets, tout d'un coup, tu vas te mettre à sauter au ralenti comme si tu étais sur la Lune. Donc, je suis pas entièrement... La chose qui est très drôle, c'est que je vais faire, évidemment, le geste de bouger au ralenti, mais je vais surtout sonner comme le bonhomme carnaval. Ça, c'est l'autre référence que j'avais en tête aussi, effectivement. Il y a une très bonne blague de bonhomme carnaval que je pourrais vous faire, mais je ne la ferai pas ici. Mais si les gens m'écrivent, je vais vous la dire. Je la trouve une blague de bonhomme carnaval en privé. C'est humour as a service. Ah ben, tu vois, tu as l'air, exactement. Tu as l'air d'être dans l'Odyssée de l'espace en ce moment. On dirait que tu vas découvrir de nouvelles galaxies. Mais c'est mieux que je pensais parce que c'est quand même la vitre est assez claire. Je pensais que ça allait être plus opaque parce que le fond est noir. Oui, mais c'est un peu extrême quand même. C'est vraiment, vraiment extrême. Évidemment, il faut que la visière soit très propre à l'intérieur. Là, je parle un peu, je n'ai pas activé le ventilateur. Il y a de la buée qui se forme. Normalement, ça va être dissipé. Il y a 8 heures d'autonomie donc dans la pile qui alimente les ventilateurs. La recharge est lente. Ça, c'est surprenant. Ça prend presque 8 heures recharger les piles, donc ce n'est pas très, très rapide. Je ne sais pas quelle technologie ils ont utilisé. Je vais... C'est fou. Je vais enlever
le masque. Oui, bon, là, Bon, c'est bien ça. Écoute, on voit que ça fonctionne. J'espère que tu as fait des captures d'écran, mais c'est vraiment très, très chouette. Très apaisant comme sensation d'être dans cette bulle-là. Et Dieu sait qu'il y a un côté anxiogène à être dans un... Quand on craint tout le temps les virus, on replace son masque et tout, avec ce casque-là, le Air de Microclimate, on n'a pas cette crainte-là. On peut s'abandonner à respirer librement avec moins de hantise de respirer quelque chose de pas correct. Et on ne peut pas se toucher le visage parce que c'est une autre source de contamination. Où c'est plus difficile, il faut se passer la main à l'intérieur. Ça se referme autour du cou pour maximiser. C'est pas évidemment, tu ne peux pas aller faire de la plongée avec ça, mais ça masque quand même bien. Des options, définitivement. Je me sens un peu plus léger sur notre sommeil. Ben écoute, je me sens un peu plus léger par rapport à ça. J'ai essayé depuis peut-être 2 semaines à peu près, le Nest Hub 2 de Google. Là, c'est un peu mêlant parce qu'avant, Nest, c'était une marque, c'était une compagnie à part, c'est devenu une marque. Là, c'est rendu une unité qui produit des produits qui font partie d'une autre, qu'il faut appeler Made by Google. Là. Fait, elle ne dit pas trop fort sur la marque, mais le Hub 2, vous le voyez, c'est une espèce d'affichage connecté avec un écran donc, de 7 pouces qui est jumelé à une petite enceinte sonore qui n'est pas exactement la première caractéristique à considérer dans son cas, qui fait office d'assistant numérique personnel pour la maison, évidemment connecté à travers l'assistant Google, donc commande vocale. C'est un produit qui vient d'être mis en marché, qui coûte 130 et qui a une nouveauté assez intéressante parce que même s'il n'y a pas de caméra sur l'appareil, ce qui va probablement faire l'affaire de bien du monde, parce qu'en fin de la journée, on veut quand même respecter notre vie privée, surtout dans notre chambre à coucher. Il y a des capteurs quand même qui utilisent une technologie, puis là, vous pouvez le googler, n'est-ce pas, parce que c'est pertinent, on parle de Google, mais c'est la technologie Solio qui était développée par Google sur Android à une certaine époque, les téléphones, là, qui est toujours resté dans les labos de Google, qui n'est jamais sorti, mais qui permettait de détecter les mouvements pour faire des commandes aériennes à son téléphone, entre autres. On peut détecter les mouvements des doigts assez finement, qui est intégré au hub pour offrir un suivi du sommeil. Donc, il faut poser l'appareil sur le coin de sa table de chevet, un petit peu en angle assez pour qu'il y ait un réglage, là, ça permet de savoir si c'est bien positionné, qui détecte donc nos mouvements de nuit et qui permet de dire si on a bien dormi ou pas. Je l'ai essayé hier, alors on va pouvoir aller voir de ce pas, je l'ai ici, vous le voyez. J'ai dormi hier, voyez-vous. Alain? J'ai dormi 6h47. Déjà, ça, je peux vous le dire. Quand même. Et tu vois, ça, c'est un défaut de l'appareil, c'est que je l'ai configuré en français, puis le 2/3 de ce qu'il m'écrit et de ce qu'il me dit est en anglais. Et j'ai aucune espèce d'idée pourquoi. J'ai dormi donc oui, j'ai une qualité reposante, restful. Donc, j'ai vraiment effectivement réussi à me reposer, ce qui est une bonne affaire. C'est ce qu'on veut quand on dort. Et tu vois, j'ai toussé une fois. Tu as toussé. Je respirais au rythme de 16 respirations par minute et je n'ai pas ronflé. Ma blonde est contente. Ça, je pense qu'il y a des gens qui vont être très surpris. Si ça détecte le ronflement, il y a beaucoup de gens qui ronflent et qui ne s'en rendent pas compte. Ouais, mais ma blonde ne me l'a jamais dit ou mon chum ne me l'a jamais dit. Je t'entendais 2 pièces à côté. Voilà. Ce sont évidemment, vous l'avez compris, des informations un peu générales, là, et on ne va pas dans le rythme cardiaque, ces choses-là, parce que c'est un appareil qu'on ne porte pas sur soi comme une montre ou un bracelet connecté ou un appareil vraiment portable. Moi, je trouve, je ne suis pas quelqu'un qui a des problèmes de sommeil très graves, donc je trouve que ça fait l'affaire juste au niveau informatique. Ah bon, ben tu sais, ouais, j'ai bien dormi, je le vois, j'ai pas bien dormi, ça me dit un peu pourquoi. Évidemment, ça n'offre pas de solution parce que ces appareils-là, ce n'est pas leur tâche, mais ça permet de confirmer peut-être un doute qu'on a ou d'infirmer, en fait. Je dors mal, est-ce que c'est vrai ou pas? Puis là, on peut effectivement le voir. Ça ne détecte pas les états d'éveil quand on ne bouge pas, ce qui est quelque chose que peuvent détecter des cardiomètres, des appareils avec un cardiomètre. Donc, le rythme cardiaque indique plus précisément si on dort ou pas. Donc, c'est assez limité. C'est probablement c'est la grosse limite de l'appareil parce qu'il le présente vraiment comme un appareil pour la chambre à coucher, radio-réveil connecté, tout le kit avec suivi de sommeil. C'est limité. C'est le fun. Vous voyez qu'il y a comme des informations pertinentes, mais je ne saurais pas bâtir un dossier médical avec ça. Là, on se comprend, donc c'est un peu juste. Ce qui est dommage, parce que pour le reste, toutes les fonctions connectées sont bien intégrées, l'écran est tactile, s'opère bien, l'interface est assez soignée, on peut radio-réveil, on peut y afficher un diaporama à partir de notre application Google Photos sur le téléphone de votre choix, parce que c'est aussi sur iPhone. Et il y a le radio-réveil peut jouer une chanson, peut faire une alerte aussi stressante que vous voulez, et peut aussi vous réveiller avec la luminosité, peut reproduire la luminosité du lever du soleil, qui est une façon de se réveiller plus douce.
J'ai dit ça avec un gros accent, plus douce. Mais effectivement, ça peut aider à se réveiller de meilleure humeur, ou en tout cas plus délicatement qu'une grosse alerte sonore. Ça, pour l'avoir testé, je trouve ça vraiment très bien. Oui, effectivement. L'hiver, ça fait une énorme différence. Quand on se lève tôt et qu'il fait noir comme un four à l'extérieur, le fait de se réveiller avec une lumière, ma question, c'est est-ce que l'intensité est suffisante pour naturellement te réveiller? Des fois, j'ai déjà utilisé un simulateur d'aube et ça m'avait vraiment impressionné comme souvent je me réveillais avant l'alarme. Ça dépend effectivement probablement du genre de personne que tu trouves à être, parce qu'il y a des gens qui se réveillent facilement. Oui. Il y a des gens qui se réveillent plus difficilement. Moi, je veux dire, ce matin, je me suis réveillé grâce à ça avec l'oreiller sur la tête. Oh, quand même! Ça vous donne une idée. Donc, ça a quand même réussi à percer à travers les plis de l'oreiller. C'est quand même pas rien. Donc, ça fonctionne plutôt bien. J'ai réussi à me réveiller. J'ai pu annuler aussi avant que l'alarme sonore parte. Donc, les gens qui... Tu sais, les gens, là, les couples là, qui dorment puis qu'il y en a un qui se lève plus tôt que l'autre puis ça pose plein de problèmes, ben, c'est une façon de ne pas réveiller l'autre personne, ou en tout cas peut-être moins susceptible de le faire. Oui. Donc, ça peut être à considérer. Je l'ai dit tantôt, écran de 7 pouces. Il y a évidemment Google pouce fort pour qu'on écoute des vidéos là-dessus ou qu'on regarde des vidéos là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas confortable. Le son, c'est une enceinte connectée aussi. Le son est correct, mais je veux dire, j'en ferais pas un achat pour dire écouter de la musique avec ça, c'est écœurant. C'est même le contraire. Là. Trouver une belle enceinte connectée ou brancher un appareil Chromecast dans une stéréo pour la chambre et diffuser à distance avec votre téléphone, puis ça va faire encore mieux l'affaire. Mais c'est quand même... Je veux dire, c'est 130 $. C'est cher, c'est pas cher en même temps, mais pour quelqu'un qui cherche un radio-réveil qui fait un petit peu plus que juste réveiller, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis le prix se justifie bien dans le contexte. Ça permet d'avoir accès à des bulletins de nouvelles le matin, la météo, n'importe quoi. Donc, ça fait... Il y a des affaires, ça coche une série de choses qui sont le fun, plus le suivi du sommeil qui le démarque des produits, entre autres, surtout d'Amazon, là, le Echo Show, qui arrive en 3 versions, là, je pense 5, 8, 10 pouces. Évidemment, les plus gros sont peut-être un peu trop gros, mais le 5, je crois que l'Echo Show 5, qui est un petit peu dans le même contexte, qui est présenté comme un radio-réveil, est peut-être un peu limité là-dessus. Ne le fait pas, en tout cas, le suivi du sommeil, donc c'est un avantage à considérer si vous cherchez un radio-réveil connecté. On a parlé du Echo Show 10 il y a quelques semaines, qui lui semble mieux adapté à la cuisine. Je l'ai essayé hier, je l'ai programmé pour avoir Zoom dessus, parce qu'on peut faire des appels vidéo Zoom à même l'appareil. Ça fonctionne si vous le réglez en anglais et États-Unis, et si vous le réglez sa localisation aux États-Unis aussi. Voilà. Ça se fait, c'est juste de rentrer les bons codes postaux, les bons zip codes dans l'appareil, et automatiquement on redémarre et l'application Zoom est intégrée. Donc, si jamais vous considérez ce genre d'appareil-là, celui-là se démarque de cette façon-là. Sinon, le Google Nest Hub 2 pour 130 $ fait très bien l'affaire. Mais avec le Google Hub, on peut utiliser Duo pour faire des appels. Avec ceux qui ont une caméra, c'est fantastique. Duo, c'est une alternative que peu de gens connaissent qui permet de... C'est juste pas assez utilisé, c'est ça qui est le problème. C'est ça, ça permet de faire des appels entre appareils Android et iOS, alors qu'avec Message, iMessage est chez Apple, effectivement. Puis Amazon a son propre truc qui s'appelle Chime, qui est aussi peu utilisé. Donc, c'est un peu ça le problème, là. C'est de voir qui utilise quoi. Mais oui, Duo, c'est bien, effectivement. Entièrement d'accord. Je cherchais FaceTime. Avec FaceTime, on est condamné entre appareils Apple, tandis qu'avec Duo, on peut faire des appels entre appareils iOS et Android. Très, très chouette. Le premier qui va être universel de façon plus native va avoir à suivre. Bref, c'était le Google Nest Hub 2. Et c'était la fin de notre balado de la semaine, Pascal. C'était un plaisir, Alain McKenna, de vous parler. Pareillement, toujours plaisant, toujours amusant. Je suis, l'air de rien, comme ça, en train de chercher le sujet de la semaine dernière. La semaine prochaine. Écoute, je vais en profiter pour nommer les commanditaires. Tu as 20 secondes. On remercie nos commanditaires, nos partenaires, TELUS, GoDaddy.ca, C23, InfoBref. On vous invite à nous écouter, à nous télécharger, à parler de nous aux gens qui pourraient être intéressés par Une tasse de tech, un excellent podcast. Écrivez-nous, contactez-nous, Alain McKenna, Pascal Forgette, pascalforgette.com, mon site web. Alain, quel est le sujet de la semaine prochaine? Écoute, j'en ai 2 pour vous et ça va vous aguicher. Personnellement, je vais vous présenter un bidule que j'ai dans la boîte là-bas, je ne peux pas me rendre, qui se branche dans le port de communication de votre ordinateur et qui va vous permettre d'éviter de vous faire arnaquer par votre mécanicien. Oh! C'est pas rien. C'est connecté, c'est de la mobilité, c'est de la techno, c'est plein d'affaires en même temps. Et Pascal, tu vas nous expliquer comment se protéger, comment protéger nos bitcoins.
Oui, ben écoute, à moins que l'actualité en veuille autrement, mais on parle beaucoup de Bitcoin et j'ai trouvé une solution très simple, très physique pour protéger ces Bitcoins. Il y a trop de gens qui les perdent, qui oublient les mots de passe, ainsi de suite. Il y a une solution assez imparable. Oui, parce qu'on peut égarer ces Bitcoins, ce qui est un peu quand même assez important à la valeur où elle a, où a cette monnaie en ce moment. Il ne faut pas les protéger. Bon. On verra tout ça la semaine prochaine. Entre-temps, on vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. N'hésitez pas à aller voir nos archives sur YouTube, sur Facebook ou sur les plateformes de balado de votre choix. Entre-temps, Pascal, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.